Oui, Claudette Rouège, responsable de la section syndicale CGT et de l'assistance publique au hôpital de Marseille. Alors voilà, je suis entièrement d'accord avec le contenu du rapport. Magnifique, c'est ce qu'il faut faire, on est d'accord. La difficulté maintenant, c'est de passer aux travaux pratiques. Parce que si les retraités vivent plus longtemps, d'abord on en est un peu la démonstration, mais quand même, je fais toujours la comparaison, c'est comme des randonnées ça, hein. Il y a plusieurs niveaux. Et bien nous les retraités aussi, il y a plusieurs niveaux. Alors la difficulté, sur un plan plus général, c'est vrai que il n'y a pas longtemps que ça existe, l'organisation des retraités. C'est vrai aussi que je trouve qu'on est un peu seul sur toutes les questions que tu as évoquées. On est un peu seul sur la continuité syndicale, sur la coopération, sur le travailler ensemble. Pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble. Voilà. Sur le travailler ensemble, on est loin encore. Je vais donner 2 exemples. On a eu, dans la dernière période, un congrès de la santé. Pas dans le document préparatoire, pas un mot sur les retraités. Sur quoi? Sur les retraités. Écoute, tu es sourd, t'es comme ça. On a des camarades qui ont été les premiers couteaux dans leur organisation syndicale, donc de jeunes retraités, 60 ans, 65 ans ou plus, qui ne sont pas dans l'organisation spécifique des retraités de la santé. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc on reste syndiqué, je suis sûr qu'elles sont... D'ailleurs, je me promets de les voir quand même, parce que je les connais. Donc c'est compliqué. L'utilité du syndicalisme retraité, nous on est conscient que c'est utile, on est conscient que c'est vital même, parce que je me plais à dire, moi, que dans quelques années, dans 30 ans et plus, il y aura plus de retraités que d'actifs. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, mais il n'est pas perçu comme il devrait l'être. Je voudrais savoir, puisqu'il y en a des camarades actifs là, qui sont présents, j'aimerais bien savoir si, dans leur organisation syndicale, mais qu'elle soit syndicale d'entreprise, que ce soit au niveau de l'UD et même au niveau confédéral, j'aimerais savoir si, dans les réunions qui se font, on parle de l'organisation, de la nécessité, nanani, nanana. Oui, on en parle à la veille d'un congrès. Ah ça, on n'oublie pas d'en parler. Et moi, je pense jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, après j'arrêterai là, hein, parce que j'aurai peut-être l'occasion de réintervenir, qu'on reste une force d'appoint. Parce qu'on est quand même nombreux, hein, quand il y a des manifestations. On est quand même nombreux. On reste une force d'appoint. Et ça, il faut quand même que dans les têtes, on n'est pas une force d'appoint. On n'est pas une force d'appoint. Voilà. On est des retraités à part entière. On est voilà. Un peu comme la cotisation pour ça. Enfin, moi, je suis contente que maintenant, on considère un retraité, un camarade retraité, au même titre qu'un camarade actif, c'est-à-dire il compte pour un. Enfin, pour l'instant, j'arrête parce que pour donner la parole à d'autres qui... Oui, mon intervention, moi, alors, Mignoni Antoine, de l'Union syndicale des retraités des Bouches-du-Rhône, et animateur de la section syndicale des retraités de la construction, c'est-à-dire du bâtiment et des travaux publics. Moi, mon intervention va se situer uniquement dans le cadre du rapport fait par Jocelyne, où c'est que je me retrouve très bien dans, je dirais, son contenu. Et effectivement, ce qui est important, c'est de faire ressortir le lien professionnel que nous avons en tant que retraités. Mais ce lien professionnel, c'est plus, je dirais, par rapport à ce que nous avons vécu. Ce qui est important, c'est les besoins du terrain aujourd'hui. Et les besoins du terrain aujourd'hui, c'est la réalité.
la réalité de la vie. Et c'est dans cet aspect des convergences d'intérêts en tant que retraité, qu'on soit de la construction ou de la métallurgie ou de la chimie ou de l'alimentation ou qu'on soit, disons, des fonctionnaires du service public, on a les mêmes problèmes à vivre sur le lieu de proximité. Que ce soit, je dirais, le problème de service public, de la poste, des transports, des centres de trésor public, des problèmes de justice, etc., etc. Nous avons, je dirais, à la proximité les mêmes problèmes. Comme je le disais avant-hier au cours de la CE de l'Union syndicale des retraités, la flûte de pain, on la paye le même prix. Qu'on soit fonctionnaire ou du privé, c'est le même prix. Et je pourrais comme ça débattre sur l'ensemble de ce que nous avons besoin pour vivre. Mais en même temps, je crois que nous avons, de ce point de vue, qu'on soit privé ou fonctionnaire, qui nous paye? Pour le privé, c'est la sécurité sociale qui nous paye, je dirais, notre retraite, en fonction de ce que tu as dit, Joseline. Mais il y a aussi sur le complémentaire l'ARCO ou l'AGIR. Et là, l'ARCO ou l'AGIR, qu'on soit métallurgiste ou de la construction ou de la chimie, on a la même complémentaire. Donc, je dirais, on a des intérêts communs. Et les fonctionnaires, ce qui nous sépare, c'est l'État qui paye. C'est nous qu'on paye, quoi. Mais en fin de compte, ce qu'il faut faire ressortir, c'est que nous avons, je dirais, le même patron. Et le patron, c'est le capital. Voilà, c'est le même patron que nous avons. Pour le privé, c'est l'exploitation directe. Pour le fonctionnaire, c'est l'accompagnement de l'exploitation, etc., au service du capital. Alors voilà, moi je crois qu'il faut faire ressortir cet aspect du gain commun que nous avons pour la défense de nos intérêts. Et cela suppose quoi? Cela suppose que nous devons agir ensemble. Ce que nous faisons. Et effectivement, la réalité d'aujourd'hui, c'est le terrain, et c'est comment développer au niveau de la proximité, que ce peut être que les unions locales qui peuvent avoir, je dirais, cette ambition de pouvoir effectivement avoir la possibilité de créer les mesures pour accueillir, développer le problème, je dirais, des retraités de ce point de vue. Et en même temps, ça pourrait être, je dirais, des lieux de rencontre des retraités, mais des lieux de rencontre certes revendicatifs, mais ça peut être aussi des lieux de rencontre culturels pour avoir, pourquoi pas, des bibliothèques, pourquoi pas se retrouver autour tous les jours ou de temps à autre, autour d'un café, et puis faire la partie de belote, ou même, pourquoi pas, faire des boules, et pourquoi pas aussi faire du tissage, etc., etc. Enfin, je crois, un lieu de rencontre qui permet en même temps le revendicatif et je dirais le culturel de ce point de vue. Alors voilà, moi je terminerai pour ne pas être trop long, parce que je peux aussi intervenir, mais pour dire que quand même, nous sommes à la veille d'élections présidentielles et législatives importantes. Et comment, je dirais effectivement, par rapport à nos revendications pour le progrès social, etc., comment notre mouvement des retraités dans la CGT en général doit se positionner dans ce débat-là. Parce que quand même, nous avons, disons, comme tu disais tout à l'heure, nous faire entendre. Alors comment nous faire entendre? Merci Antoine. Donc, camarade. Oui, Gérard Frey, je suis trésorier QSR des Hautes-Alpes et accessoirement désigné par mes petits camarades pour représenter mon département à Bordeaux. Je voulais intervenir sur la cohésion et le travail entre les actifs et les retraités. Il me semble que les retraités au sein de la CGT sont dans une
dans une espèce d'état d'esprit contradictoire, parce qu'ils ont une première responsabilité, et elle n'est pas des moindres, qui est d'être porteur de l'histoire, porteur de compétences et de transmission de cette histoire auprès des syndiqués, j'allais dire la jeune génération, et aussi porteur des explications politiques qui fait que si on est dans une situation syndicale donnée aujourd'hui, ça ne vient pas de nulle part et qu'il y a tout un travail politique et des valeurs qui ont été et qui sont à transmettre, parce que c'est pas toujours simple. Parallèlement à ça, et je prends le cas de notre département, 0,84% des retraités du département sont syndiqués à la CGT. Notre potentiel est de 99 et quelques pourcents. On a de quoi faire, mais en même temps, dans un département qui a été désindustrialisé, et où les administrations et des grands services parapublics ont été concentrés du point de vue régional, si on attend sur la continuité syndicale pour trouver un nombre de retraités, on peut attendre longtemps. Donc on est dans une situation où on est bien dans l'obligation de trouver des moyens nouveaux, une autre pratique syndicale, innovante, pour aller... Oui, je le mets peut-être trop près, non? Je m'éloigne un peu, c'est bon, mieux comme ça. Pour arriver à convaincre, en plus de ça, alors, autre élément du département, 86% des entreprises du département ont moins de 10 salariés. Donc, on a vraiment des difficultés pour arriver à convaincre qu'un syndicalisme retraité est nécessaire et utile. Et finalement, quand on réfléchit un peu, c'est le même problème que quand les syndicats du département, gros, petits, éludés dans son rôle de coordination, vis-à-vis des salariés des TPE. Comment on fait pour arriver à convaincre les salariés des TPE de se syndiquer dans des conditions qui sont difficiles? Et finalement, on a quelque chose à inventer ensemble. Et donc, on a notre part, nous, de retraités, d'à la fois être porteurs du passé, mais de ne pas le reporter parce qu'on ne revendique pas, on ne milite pas de la même manière, parce que sinon on se plante et on fait des conneries. Et il y a une nouvelle manière qu'on doit pouvoir arriver à partager avec les actifs, et en particulier dans les zones rurales. C'est vrai qu'on est particulièrement... Je profite de ce que j'ai la parole très rapidement pour indiquer qu'on était en CE hier et qu'on a trouvé que dans les textes qui nous sont proposés, les résolutions nous paraissaient un peu vagues et qu'on est en train de préparer 3 amendements sur 3 situations qu'on trouverait sur lesquelles on préférerait être plus précis, qui est sur les revendications quant à la... excusez-moi, quant à la qualité des services de santé de proximité, et quant à la qualité de la prise en charge, donc c'est la Sécu en gros, globalement la Sécu plus globale. Et il nous paraîtait aussi intéressant qu'il y ait des résolutions plus précises sur l'accompagnement des camarades de la CDCA, quelle présence, quelle CGT au sein de la CDCA, et que les camarades ne soient pas laissés tout seuls et qu'il y ait un accompagnement de nos représentants au sein de la CDCA. Merci. Comme nous, Jean-Louis, USR du Gard, Fédération de l'énergie, enfin de l'USR, de l'UFR Énergie, et membre de la section centrale des retraités du Gard d'EDF-GDF. Voilà, donc premier point, je voulais, ça m'évitera d'épiloguer là-dessus, j'ai la même réflexion qu'a fait la camarade des hôpitaux au départ. C'est-à-dire que dans les préparatoires de congrès, qu'ils soient confédéral ou fédéral, on a du mal des fois à trouver la place pour
qui concerne les retraités, ou pour chez nous les inactifs. Et là, on a eu beau regarder les derniers documents, elle est une position congrue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'invite au niveau confédéral, actifs et retraités, de laisser une place un peu plus importante dans les prochains congrès au débat sur la place des retraités dans l'organisation syndicale. Donc ça, c'était mon premier point. Second point, en tant qu'agent dans un département où on passe une région de bronze cul, avec la fermeture de tout ce qui est économiquement industrie, l'agriculture en recul aussi, on se retrouve dans une région touristique, avec beaucoup plus de retraités bientôt que ceux qui auront d'actifs. Preuve pour mon organisation locale, nous sommes plus de syndiqués au niveau de notre syndicat départemental en tant qu'inactifs ou retraités. Nous oscillons depuis quelques années aux alentours de 285. Chez les actifs, ils sont moins de 200. Donc, si on respecte la proportion, ça devrait être nous, les inactifs et retraités, qui devrions prendre en main le syndicat du fait que nous sommes le plus nombreux qu'eux. Ça aussi, c'est un problème. On sait où on va, et nous avons que 4 représentants dans la cellule du syndicat sur une 15 à 16 membres. Donc là aussi, nous sommes majoritaires en tant qu'individus, mais bon, on laisse quand même la place aux actifs qui ont des problèmes beaucoup plus spécifiques que ceux que nous avons, et dans les CE, on parle plutôt des problèmes des actifs que des problèmes des retraités. Ce qui n'empêche pas que demain, vu les orientations de mon entreprise et des FGDF, il sera peut-être possible qu'il n'y ait quasiment plus de salariés actifs dans le Gard et que nous soyons que des retraités. On trouve ça chez les camarades des mines. Dans la région d'Alès, il n'y a de syndiqués que les camarades des mines, que des retraités des mines et des veuves, naturellement. Donc ça, c'est un premier point. Second point, au niveau des unions locales. Là aussi, j'habite dans une ville qui a un point commun avec Marseille, c'est que nous avons la société Haribo qui produit ses bonbons sur Uzès, Exan, comme vous avez vous à Marseille. Et vous, les Marseillais, vous savez très bien, l'avenir d'Haribo déjà à Marseille, c'est la même que l'avenir d'Haribo à Uzès. C'est-à-dire aux alentours de 2020-2022, Haribo risque de fermer. Et chez vous, les Marseillais, c'est assez dramatique, mais vous êtes 1 million d'habitants. Nous, à Uzès, nous sommes 9000 habitants. Dont les 300 à 350 emplois qui sont actuellement chez Haribo, on ne les aura plus, on risque de plus les avoir dans 4 ans. Alors déjà que nous sommes en désindustrialisation demain, si Haribo ferme, il n'y aura plus d'activité industrielle. Là, c'est mal choisi de dire industriel vu qu'ils fabriquent des bonbons, c'est alimentaire. Mais enfin, c'est la seule activité encore industrielle que nous avons sur notre commune. Et 320 à 300 emplois de moins, ça fera que seront encore les retraités, on sera beaucoup plus nombreux que ceux que le sont les actifs. Et dans notre UL, eh bien, on est obligé de constater actuellement, le secrétaire de notre UL vient de partir à la retraite ou va partir à la retraite, on a du mal à trouver un actif pour prendre le secrétariat de l'UL. Voilà où on en est dans une petite UL rurale comme Uzès. Alors, en ce qui concerne l'activité spécifique des retraités au niveau interpro, nous essayons d'aller dans le sens de ce que est préconisé au niveau de l'UCR, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des activités spécifiques aux retraités sur notre commune. Là aussi, nous ne sommes pas nombreux, mais il faut voir que nous sommes dans une activité vis-à-vis des retraités, une activité de proximité. Nous sommes barrés par des associations de retraités en nombre incalculable sur Uzès, qui eux, soit sont à la remorque de notre municipalité, comme vous le supposez, dans une ville de retraités, elle n'est pas de notre côté. Alors là aussi, la municipalité fait en sorte de faire passer ses idées au sein de ces associations. Et nous, notre seule proposition que nous faisons pour l'instant au niveau des retraités de l'UL, c'est d'aller distribuer des tracts sur le marché, où nous savons qu'environ les 2/3 des gens qui participent à ces marchés, les clients de ces marchés, sont des retraités, s'ils se disent 4/5. Donc là aussi, on peut avoir une action, mais une action simplement de propagande,
qui n'aura pas jusqu'à l'organisation. Avant qu'on arrive à nous organiser en tant que retraités dans une petite ville comme Uzès, où c'est rural et retraité, je peux vous dire qu'on a beaucoup de travail sur la planche. Ah, j'ai oublié aussi de dire que j'ai été nommé comme le camarade par l'énergie, le syndicat énergie de la région PACA pour représenter l'énergie au congrès du UCR à Bordeaux dans un mois et demi. Voilà ce que je veux dire. Bien, merci. Et après, c'est Bernard, 30. Marie de Manès, USR 13 et section des retraités des télécoms des Bouches-du-Rhône. Moi je pense que comme tous les adhérents de la CGT, ils sont adhérents et dépendent et doivent avoir des liens avec leur ancienne profession et avec leur lieu de vie. Je pense pas qu'on doit privilégier plus le lieu de vie que la profession ou plus la profession que le lieu de vie. Les deux ont leur utilité. Moi, je vois les batailles qu'on mène pour le transport gratuit ou pour la gratuité des parties dans les hôpitaux, par exemple. Ça peut se faire qu'avec les camarades de toutes les professions retraitées et actifs, et donc avec les camarades des lieux de vie. Moi, dans mon syndicat des télécoms, les problèmes d'amiante ou la reconnaissance des enfants pour les pères de famille et ainsi de suite, c'est des luttes qu'on a menées professionnellement. Sur la reconnaissance des enfants, pour certains camarades, ça a été de 2 à 6% dans notre département d'augmentation de leur pension et des rappels qui allaient de 2 000 à 16 000 euros. Ça, on l'a fait parce que professionnellement, c'était la fonction publique qui était concernée. Voilà. Et je pense aussi que si on veut gagner sur la continuité syndicale, c'est bien en travaillant avec son syndicat qu'on arrive à ce que la continuité syndicale existe. Nous, pour 2017, on a 17 continuités syndicales. Ça fait plus de 10% de nos syndiqués retraités qui viennent de la continuité syndicale. En plus, moi, je me sens absolument pas comme une force d'appoint dans mon syndicat. Des copains participent au bureau exécutif. On est partie prenante des actions menées avec le syndicat, ou avec les UD ou les UL. Voilà. En plus, moi je crois que quand même dans les manifs, nous on a peu de non-syndiqués qui viennent dans les manifs. Ceux qui viennent, c'est souvent des retraités et on vient assez nombreux. Mais l'envie qu'ils ont, c'est de retrouver leurs anciens camarades de travail. Parce que tu ne peux pas avoir travaillé 35-40 ans avec des collègues et puis avoir les voir quand tu es à la retraite. Alors, moi je pense que c'est vrai pour ceux qui sont dans des entreprises qui ont disparu ou qui ont changé de département ou ainsi de suite, c'est vrai que c'est pas la même chose que comme nous, où on a une section de retraités qui est active et qui fonctionne avec le syndicat départemental. Mais je pense que quand même, pour ceux qui n'ont plus d'entreprise ou qui ont changé de département, les sections multipro dans les UL, je sers aussi à les réunir, à les rassembler, à les faire méditer ensemble. Alors, là, je vais faire un peu l'historique. Mais je pense que si comme syndiqué retraité, on veut être un syndiqué à part entière, obligatoirement, on doit dépendre des fédérations professionnelles et des fédérations des bourses de travail. Ça, c'est quand même le fondement de la CGT et ça se discute pas, moi, il me semble. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit militer tant dans le professionnel que dans l'interco et que pour moi, il n'y a pas de choix possible. C'est les deux ou rien. Voilà. Merci. Ça marche, oui. Il n'y a pas de Larsen non plus. Ouais, Bernard Félix, bureau de l'USR 31, UFR cheminot, voilà, section des cheminots retraités de Nîmes. Moi, le rapport, il me convient aussi, hein. Celui, elle a tout dit, il m'a coupé. Oh, ça marche, ouais. Jocelyne, elle a tout dit, sauf qu'il en manque pas mal quand même. Sur la réalisation de la résolution, sur la mise en œuvre, bon, je voulais dire en 20 000 que les retraités aussi, ils créent aussi de la richesse. Ça, il ne faut pas l'oublier, la CGT.
et il génère des besoins. Donc voilà, sur la mise en œuvre, moi je pense que sur la mise en œuvre, si on ne travaille pas à la fois sur la continuité dans les syndicats, là où c'est assez difficile et compliqué, on reste toujours sur ce chiffre de 30% de continuité, c'est pas bon. Et qu'on travaille aussi sur les convergences avec les syndicats d'actifs, sur le revendicatif. On est des usagers. On est des usagers du transport, de la santé, des services publics en général. L'exemple que tu as cité, Cathy, sur les salariés des EHPAD, mais je rajouterai les salariés des aides à domicile, pour lesquels, dans le Gard, on travaille, on essaye de travailler main dans la main et en convergence, mais bon. Donc pour essayer d'être assez rapide, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Porter l'action CGT retraité aussi dans la vie du quotidien, dans la société, ça a été dit dans le rapport, mais il faut l'ancrer, il faut le mettre en œuvre. Et puis une remarque aussi, on raisonne souvent, et c'est dans nos méthodes, c'est dans notre façon de travailler depuis la création de l'UCR, on raisonne trop souvent, à mon avis, par rapport au rapport à l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, donc la section professionnelle, ou la relation toujours au travail, mais pas en tant que, ce qui a été dit, le statut de retraité. Et ça pose quand même quelques difficultés. Mais aussi, là, par rapport aux sections professionnelles, mais la masse des retraités qui grandit et qui va grandir, qui n'ont jamais travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et oui, surtout, mesdames, femmes retraitées, vous avez travaillé très peu, hein, on a élevé les enfants, etc., surtout les conjointes qui se retrouvent souvent, et ça c'est la démographie, qui se retrouvent veuves, et qui se retrouvent avec des pensions de réversion de misère, et souvent au minimum contributif. Quel aspect revendicatif on a là-dessus dans nos quartiers, dans nos villages? Hein? Bon, sur la démarche en territoire, on avance dans le 30, mais cela demande des réflexions, des engagements, des réflexions surtout sur notre fonctionnement, qui est un fonctionnement qui est ancré encore sur les sections professionnelles ou multipro. Donc il va être nécessaire de changer nos méthodes de travail et de mobilisation. Nous devons travailler à sa mise en œuvre dans toutes les sections, avec l'implication de nos syndiqués. C'est le contenu de la résolution des 51e au Congrès. Comment on la fait vivre, cette résolution, et comment on la met en œuvre en territoire, qui nécessite une autre façon de militer et travailler dans nos structures. Voilà. Et pouvoir travailler et réfléchir à créer des structures de fonctionnement en lien avec les sections professionnelles multiples, qui sont ancrées dans le territoire. Exemple des USLR, sur les sites, dans les villages, dans les quartiers, dans les grandes villes. Si on n'arrive pas à ça, et si on n'implique pas nos syndiqués déjà, qui s'amenuisent de jour en jour, on va vers d'énormes difficultés. Voilà, ça demande des changements assez radicaux dans la méthode de travail. Merci. Merci. Jean Pugens et ensuite Marc Bastille. Oui, bonjour, donc Jean Pugens, responsable de la section centrale des retraités du syndicat Provence, de l'Union fédérale retraitée côté PACA Corse, et membre de l'USR, d'ancien de l'USR, des Bouches-du-Rhône. Bon, nous voulons quand même rappeler, pour parler de notre action dans les industries électriques et gazières, vers les agents d'activité de service, on voulait quand même faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans les industries électriques et gazières pour comprendre un peu où on en est, comment ça fonctionne aujourd'hui. Bon, EDF et GDF étaient créés par la nationalisation des diverses entreprises d'électricité et de gaz d'avant-guerre, dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, qui donnait un monde nouveau, hein, le programme des jours heureux, et qui derrière a donné une mission importante à EDF pour la nation. Ça avait généré un statut, une mission de service public et un statut, et un attachement fort des agents à leur entreprise.
Attachement, après, lié à l'histoire aussi, puisque c'était Marcel Paul, ministre communiste de l'industrie, qui avait nationalisé, et déjà à l'époque, il y avait des attaques des socialistes et de la droite, voilà, un attachement fort, et toute une histoire qui fait que, y compris, je donne toujours cet exemple, lors des grandes tempêtes de 1999, les agents en inactivité de service, les retraités, sont allés reprendre les grappins et intervenir sur les poteaux pour remplacer. Alors, depuis, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils ont changé le statut là-dessus, c'est interdit maintenant à eux, mais à l'époque, ils l'ont fait et c'était volontiers qu'ils le faisaient, donc un attachement très fort. Après, on est rentré dans une phase de casse des industries électriques et gazières au nom de l'ouverture du marché en Europe, au nom de la privatisation en 2004. Aujourd'hui, bon, quand on fait le bilan de cette déréglementation qui est arrivée très fort, et c'est tout le service public qui s'est dégradé, l'électricité a augmenté de 30%, le gaz de 80%, les nombreux services qui étaient gratuits sont devenus payants, et ceux qui étaient déjà payants ont augmenté jusqu'à 3000%. On est dans cette situation aujourd'hui dans l'entreprise, et du coup la dégradation de ce service public a aussi amené une dégradation du statut social des agents et de leur reconnaissance dans l'entreprise. Et on est arrivé à une baisse après aujourd'hui qui est assez catastrophique, puisque bon, on est arrivé à faire baisser considérablement le nombre de syndiqués, puisque côté actif, on était sur une syndicalisation de l'ordre de 30% des effectifs, on est à 10%, moins de 10% aujourd'hui dans certains endroits. Voilà, ça c'est une réalité. Puis par contre au coup, bien sûr, les inactifs ont suivi. Alors on a quand même toujours des inactifs qui s'intéressent parce que sur le biais du statut, on a encore des votes et les inactifs votent, on a un attachement assez fort par le vote, puisqu'on est toujours sur les taux de participation au-dessus de 70% chez les retraités, avec un taux CGT qui tourne entre 60 et 65%. Mais cet attachement électoral, on ne le retrouve pas obligatoirement dans la syndicalisation. Elle a quand même continué à baisser. Alors, ce petit rappel pour expliquer que on est dans un contexte qui, quand il s'est dégradé socialement, s'est dégradé aussi sur la syndicalisation. Alors après, ça pose une question, hein, doit-on investir la sphère politique aujourd'hui? Doit-on être seulement les observateurs des prochaines élections politiques, ou doit-on être acteurs de nos revendications pour que les politiques les prennent en compte dans leur programme? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre tous ensemble dans la CGT, que nous voulons poser, parce qu'aujourd'hui, comment se comporte la CGT face à ça? Je pense qu'il ne va pas question d'aller appeler un candidat, mais par contre, réaffirmer nos revendications vers l'ensemble des politiques nous semble important. Alors c'est dans ce contexte que nous avons décidé de travailler à un plan de rencontre rencontre physique avec nos syndiqués et non syndiqués anciens agents des industries électriques et gazières. Rencontre sur les bases qu'il est utile d'être syndiqué même à la retraite, et sur deux axes de travail: la bataille pour nos droits statutaires avec les actifs des industries électriques et gazières, puisqu'on a le même statut, et la bataille pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat, pour l'amélioration de la protection sociale et de la fiscalité avec l'ensemble des retraités. Nous avons analysé des difficultés à notre plan de travail. Le premier est l'éloignement géographique. On voit de moins en moins les retraités sur les lieux de travail, même si nous continuons à y organiser des réunions, car le lien statutaire nous lie toujours entreprise. Mais les inactifs ne se reconnaissent plus dans une entreprise dont ils ne partagent plus les valeurs, ce n'est plus leur histoire. Nous travaillons donc à un plan de développement et de rajeunissement des sections syndicales de retraités en proximité, et à la création de lieux de vie et de rencontres en proximité. Les UL implantés localement peuvent être ces lieux de rencontre. Nous insistons sur la notion de rencontre physique là où nous l'avons fait. Même si nous ne réunissons que 20 personnes, le débat est riche et nous pouvons prendre le temps sur une demi-journée de développer nos arguments, de mesurer l'état d'esprit de nos adhérents et de nos sympathisants et d'être collés aux réalités de nos concitoyens. Un autre axe de travail s'impose à nous, l'information syndicale pour nourrir le débat. Les supports que nous développons, courrier, mail, servent de passage d'information, mais ne permettent pas de pousser le débat qui, par nature, nécessite un échange. Mais comme nous ne pouvons pas avoir tout le monde en même temps, nous travaillons aussi à généraliser la presse syndicale, Vie Nouvelle, mais pour cela, il faut les moyens financiers de nos ambitions. Nous mettons en place pour 2007 une augmentation de nos cotisations afin de se rapprocher des prescriptions du Congrès confédéral en matière de taux de cotisation et pour mettre en place le financement de la presse syndicale pour tous, pour tous nos syndiqués. Voilà, mes camarades, présenter notre plan de travail de syndicalisme retraité qui pourrait, si nous réussissions, contribuer à permettre l'augmentation du rapport de force à CGT afin d'inverser la dégradation de la société.
Notre génération a bénéficié d'évolutions sociales historiques, permettant que des générations d'individus vivent mieux que les précédentes, vivent mieux que leurs parents. Il apparaît clairement que cette tendance est en train de s'inverser, nous ne pourrons pas laisser faire. Les actifs ont leur place à prendre dans la bataille pour changer la société, nous pouvons occuper une place à leur côté tout en défendant notre propre revendication spécifique d'inactifs. 16 millions de retraités, c'est une force tranquille qui doit peser sur l'évolution de la société pour un monde meilleur. Vive la CGT, vive notre UCR. Merci Jean, donc Marc Bastide, et après Marc, Dominique Serra. Oui, donc Marc Bastide, UFR Métallurgie, et ma section syndicale, c'est le syndicat de la réparation navale à Marseillaise. Moi, dans le cadre du débat, je pense qu'il y a plusieurs approches et approches. En partant d'un constat que je suis salarié du privé, et donc effectivement, même s'il y a des entreprises qui ferment, y compris à la retraite, on a des salariés qui quittent leur région pour d'autres régions, etc. Nous, on pense que le patronat, il s'occupe toujours de nous. Qu'on soit jeune, pas encore au travail, on voit avec l'apprentissage aujourd'hui, pendant qu'on est au travail et après le travail. On le voit autour des retraites complémentaires. Pour prendre cet exemple. Et y compris si aujourd'hui le retraité peut avoir de moyenne 25 ans d'âge après sa retraite, il y a un fait aussi qui est incontestable aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de retraités pauvres. Dans cette situation, se remettre au travail. Ça, c'est une réalité aussi. Que le capital veut la bataille autour des retraités, etc., amène aujourd'hui des blocages d'augmentation de pension, qu'elle soit de la Sécu ou les questions de révalorisation de retraite complémentaire, qui fait que dans le cadre de son pouvoir d'achat, il est obligé d'aller retravailler. Donc, ça aussi, c'est un phénomène de société. Je le dis parce que à aujourd'hui, personne, en ce qui concerne le privé, peut dire en 2018, je partirai à 62 ou 63 ans à la retraite. Personne ne peut le dire. Pour une seule raison, c'est qu'on ne sait pas si l'AGFF elle sera renouvelée ou pas. Si dans le cas où elle ne serait pas renouvelée, un salarié pourrait partir avec sa retraite, qu'on appelle sécurité sociale, mais ne pourrait pas partir avec sa retraite complémentaire. Ce qui ferait que, de fait, partir en retraite avec moins 40 ou 50%, ça devient impossible. Et à partir de là, si ça n'était pas signé ou re-signé en 2018, le salarié, de fait, partirait à 67 ou 68 ans. Ça, c'est une réalité. Et ça, aujourd'hui, y compris, on ne peut pas répondre à cette question-là, puisque la GFF sera renouvelée fin 2017, début 2018. C'est quand même un problème quand on dit. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs approches et approches. Et quand je dis effectivement le patronat s'occupe de nous, c'est que, y compris à partir de la sortie de l'entreprise, quand l'entreprise continue d'exister, de plus en plus aujourd'hui, on a d'exemples où on interdit aux retraités d'aller soit au comité d'entreprise, soit de pouvoir participer à la vie de son organisation syndicale. Je pense que ça aussi c'est un combat. Autant que le combat du lieu de vie, etc., pour tel ou tel. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Je vis mal, moi, cette opposition, etc. Donc, chacun, il peut... Moi, je le vis comme ça, je le dis comme ça. Je pense que partout où c'est possible, le lien avec l'entreprise est super important, parce que là aussi, c'est un combat, entre parenthèses, contre le capital. Et y compris, je dis ça parce que, pourquoi bien souvent
le patronat, de plus en plus, interdit l'entrée aux retraités dans l'entreprise, etc. Pour qu'il n'y ait effectivement pas de discussion entre actifs et retraités. Mettons sur des questions revendicatives, telles que la prévoyance, telles que la mutuelle. Quand un salarié il quitte son entreprise pour partir en retraite, sa mutuelle, elle augmente de près de 50%, voire 60%. C'est-à-dire qu'un salarié où il paye sa mutuelle 50 €, quand il sort de l'entreprise, il en paye 110 ou 120. C'est une question de pouvoir d'achat. Mais c'est une question aussi de droit à faire maintenir le patronat. Ah, c'est la bataille contre eux. Voilà, moi je pense, c'est en ces termes-là que je dis qu'il y a des différentes approches et accroches par rapport à la question des retraites. Mon dernier élément, c'est la notion du travail ensemble. Je pense que on est en train de mieux travailler dans la CGT sur cette notion du travail ensemble. On peut avoir des interrogations, des réflexions par rapport au syndicalisme retraité, mais on a les mêmes situations en ce qui concerne la jeunesse. On a un certain nombre de difficultés, les liens avec les apprentis, les liens avec des jeunes qui sont en CDD, etc., etc. Donc, moi je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a une évolution dans la CGT. La question c'est effectivement comment on trouve les moyens dans notre réflexion à partir de l'évolution aussi de la société. Parce qu'on est en train de nous faire comprendre, enfin, plus particulièrement aux jeunes, dans une bataille idéologique que je considère sans précédent. Nous tous dans la salle, on a connu des périodes, mais de ce niveau-là, moi personnellement, je n'ai pas connu de ce. Mais on est en train d'expliquer que les jeunes, il faut qu'ils s'habituent à changer 5-6 fois d'entreprise, qu'ils seront en CDD, qu'ils auront la case au chômage obligatoire, que demain, qu'ils seront obligés de changer de métier, qu'aujourd'hui, par exemple, je prends la métallurgie, on ne payera plus à la classification, on payera au poste de travail. Ça veut dire quoi le poste de travail? Si aujourd'hui je travaille à une machine et que je gagne 1600 € par mois, on me mettra demain à une autre machine où je gagnerai 1300. C'est ça la nouvelle société. Vous voyez, donc, il y a autant on a des questions par rapport aux besoins des retraités, entre parenthèses, en termes revendicatifs, en termes culturels, parce que quand on coupe aussi le lien avec l'entreprise, même si on a besoin de retravailler ces questions-là, la question culturelle, elle est importante de pouvoir faire participer. Alors, au sens culturel, c'est au sens large du terme, culturel et sportif. De plus en plus aujourd'hui, on incite les retraités pour qu'ils soient encore en meilleure forme à faire beaucoup de sport. Vous voyez, aller dans les salles de sport et compagnie, etc. Vous voyez, il y a des batailles idéologiques de ce niveau-là. Donc, je pense que tranquillement, on a besoin de regarder ces évolutions-là, mais on a besoin aussi de regarder d'où vient l'attaque en direction du patronat et où elle se fait. Je serais tenté de dire, pour terminer mon propos, partout où c'est possible, c'est pas une question de choix, mais c'est une question, dans la bataille idéologique et dans le choix revendicatif, de s'implanter à partir de l'entreprise. Et ensuite, effectivement, là où il y a des lieux de vie, d'y participer. Moi, je serais plus tendance aussi, même si on n'est pas toujours bon là-dessus, etc., etc. La CGT, elle s'est dotée d'outils territoriaux, etc., d'outils de proximité, tels que les unions locales, etc. On a intérêt à réfléchir comment on y travaille à l'intérieur, mais à partir de notre propre situation, etc. etc. Voilà, moi, j'amène ces réflexions qu'on travaille à l'intérieur de l'UFR, y compris dans le cadre de nos sections syndicales. Merci Marc. Donc Dominique Serra et Michel Deniau. Oui, bonjour Dominique Serra, donc FAPT financier et
Voilà, de voir que tu as parlé d'une partie des choses que je voulais aborder. Donc je n'y reviendrai pas dessus. Donc les besoins de vivre ensemble sont les mêmes pour les actifs et les retraités. Effectivement, l'électricité, elle est la même pour tout, l'eau, le gaz, la nourriture. Mais je voudrais venir sur quelque chose aussi. On ne peut pas différencier les revendications actifs-retraités. Je vais prendre un exemple, c'est les femmes. Donc nous, les femmes, eh bien, il y a un camarade qui a un petit peu parlé, il y a l'égalité salariale. Et l'égalité salariale, c'est un combat qu'on peut mener actif et retraité. Parce que lorsque l'on arrive à l'âge de la retraite et que l'on a eu un salaire qui a été inférieur à celui des hommes pour un même poste, pour un même travail, automatiquement notre retraite est inférieure. Lorsqu'on a eu un temps partiel imposé soit parce qu'on ne donne pas des contrats à temps complet, mais aussi parce que l'on n'a pas les modes de garde le mercredi pour faire garder ses enfants et qu'on pose ce mercredi, on prend un temps partiel, au moins il est imposé, il n'est pas choisi, parce que je n'ai pas un mode de garde, parce que je ne trouve pas les structures. 2 heures, oui, le partage du travail, le partage des richesses, mais la retraite à 55 ans pour les femmes, il me semble aussi que c'est une revendication qu'il faut que l'on reprenne à bras le corps, actifs et retraités. Voilà, j'ai terminé pour le moment, puisqu'il y a des camarades qui sont venus sur le sujet, donc je ne vais pas répéter. Mais merci. Donc, Michel. Je ne t'ai pas vu? Non, pas encore. Ah ben, c'est maintenant que tu l'as voulu. Oui, ça y est. C'est tout bon. Oui, alors Michel Dognaud, je suis de l'USR 05 et également membre de la direction fédérale de LSR. Voilà, moi je voudrais dire un petit mot sur la continuité syndicale et en particulier les difficultés que nous avons pour la continuité syndicale, c'est le manque de clarté, je pense, des revendications propres aux retraités. Et on l'a vu dans le débat, moi je suis le 10e intervenant. Sur les 9 intervenants précédents, beaucoup ont parlé des revendications des actifs. Après, bien sûr, ça vient en disant on peut avoir des revendications communes, mais la revendication spécifique aux retraités est aujourd'hui une des difficultés pour assurer la continuité syndicale, c'est bien le manque de clarté, à mon avis, sur les revendications propres à la CGT. Auparavant, je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est que vous avez toutes les structures qui se mettent en place actuellement, le Haut Conseil de ceci, le Haut Conseil aux personnes âgées, le Haut Conseil, le CDCA qui est, on utilise le terme autonomie. On voit bien aujourd'hui qu'on est en train de privilégier les termes personnes âgées, autonomie, qui répondent à un statut social. Mais le statut de retraité, progressivement, il disparaît des textes. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Ça a été évoqué lors de la réunion récente qui a eu lieu au colloque des 9 organisations pour la défense du pouvoir d'achat des retraités, qui s'est tenu vendredi dernier au colloque. Et on a beaucoup insisté sur cette question, justement, de la notion de retraité qui est un statut social. Statut social qui est directement lié au fait que nous avons créé des richesses pendant toute notre période d'activité et nous avons créé des richesses que nous soyons au travail, que nous soyons chômeurs ou que nous soyons femmes au foyer. Et ce statut social retraité tend aujourd'hui à être mis en cause. Alors, j'aimerais revenir bien sûr sur le pouvoir d'achat puisque ça fait partie de notre revendication, d'une de nos revendications principales. Il y a également, bien sûr, le droit à la santé et l'accès aux soins, notamment dans les territoires. Gérard en a parlé tout à l'heure pour le 05, donc j'y reviens pas, mais c'est vrai qu'on a ces questions d'accès aux soins qui deviennent de plus en plus difficiles au niveau des retraités. Et puis on a l'accès aux loisirs, Dominique vient d'en parler puisqu'elle a évoqué LSR. Effectivement, au mois d'octobre, nous avons commémoré les 80 ans des congés payés.
nos aînés ont obtenu, en 1936, le droit au repos. Mais mes camarades, le droit aux vacances reste à conquérir. Parce que si on a obtenu effectivement le droit au repos, le droit aux vacances est remis en cause. Aujourd'hui, 6 retraités sur 10 ne partent jamais en vacances. Ça, c'est une réalité. Alors, LSR, effectivement, qui est une organisation, je le dis parce que peut-être tout le monde ne connaît pas, LSR, c'est une organisation qui a été créée par la CGT. Elle a été créée par la CGT parce que le besoin se faisait sentir un besoin de lien social, de créer du lien social à la retraite, un besoin d'accès à la culture, un besoin d'accès aux loisirs en général, mais également accès au sport, puisqu'on a quelquefois pas eu l'occasion de pratiquer quand on était en activité. Et LSR aujourd'hui fait offre des séjours Bourse Solidarité Vacances. Alors Bourse Solidarité Vacances a été créée par Michel de Messine, qui était ministre communiste sous le gouvernement Jospin. Bourse Solidarité Vacances, c'est un dispositif qui est, j'allais dire, tellement bien fait qu'il ne peut pas être mis en cause aujourd'hui, parce que ce n'est pas des subventions, c'est simplement un partenariat entre la fédération LSR, qui est la seule à être autorisée à organiser des PSV de groupe, et les partenaires du tourisme social. Michel. Je termine. En 2016, on a envoyé 628 personnes en BSV, dont 200 avaient moins de 800 € par mois. Donc voilà, donc ça répond aussi là, à un besoin. Et donc je vais m'arrêter là parce que j'ai été un petit peu long. Donc voilà, merci. Merci. Donc nos camarades secrétaires du D sont obligés de s'en aller parce qu'ils ont un autre point de rendez-vous. Donc on les remercie d'être venus passer un moment avec. L'idée de vous donner des nouvelles par rapport au Moulin Morel. Ont été évacués hier. Ils ont été évacués hier. On a remis en place, donc on a fait pendant quelques mois quand on avait été mis dehors. On a refait le tour de rôle pour surveiller les allées et venues des équipes de nutrition. Et pourtant je parle. Je vais parler plus fort. Donc il nous a évacués hier matin après 3 ans d'occupation. Ça se passe dans un moment où on a une offre de reprise sérieuse par un prêt industriel. Donc, Nutrixo avait posé comme condition pour ouvrir les premières discussions avec ce repreneur qu'on ne soit plus à l'intérieur de l'usine. Bon, ils ne veulent pas laisser le temps de négocier la sortie de l'usine, ils nous veulent évacuer. Mais en fait, bon, avec ce gouvernement alors, j'allais être vulgaire, donc comme c'est pas la peine, avec ce gouvernement on a peu près l'habitude, sauf que qu'on le veuille ou non, ils sont quand même obligés de tenir compte d'un certain nombre de choses en Malagoviette et qu'on traque le Nutrixo pour une France, puisque au bout de 3 ans, nous ne revient pas à eux de décider s'ils massacrent l'activité ou pas. Voilà, mais bon, c'est peu paradoxal, on s'est fait évacuer, mais presque dans la loi, puisque ça peut signifier la conclusion de ce dossier et une reprise de l'activité au gouvernement. Voilà, camarades, et encore désolé qu'on nous doit partir, mais on n'a pas trop le choix. Bonne continuation et à très bientôt pour plein d'autres rendez-vous. À présent, c'est la camarade là-bas. Non, pas toi. Non, pas toi. Voilà. Non, Jacqueline, c'est après. C'est toi, là. C'est après, Jacqueline. Bonjour. Denise Gallon, cheminote retraitée, UL Saint-Lazare et section des cheminots d'Aubagne. Alors moi, je voulais intervenir sur le fait que nous ne devons pas employer les mêmes termes que le patronat et l'OCDE, à savoir qu'un retraité n'est pas un ex-salarié, mais c'est un salarié à la retraite.
Cela évitera les oppositions actifs-retraités. Et ça nous permettra aussi de mener des combats communs dans un syndicat. Nous devons aussi réfléchir à la création de liens entre les syndicats d'actifs et les sections syndicales de retraités. La création de liens entre les trésoriers actifs et retraités qui nous permettront d'élaborer des rencontres avec les futurs retraités, qu'ils soient syndiqués ou pas, pour leur faire connaître, au-delà des revendications communes, actifs-retraités, les revendications spécifiques des retraités. Le syndicalisme est né dans l'entreprise et il s'ancre donc dans l'entreprise. Il est donc normal qu'il regroupe les actifs et les retraités sur des bases professionnelles. Il est aussi utile que ce lien actif-retraité subsiste. Et pour ce faire, il faudrait que les retraités s'impliquent dans les UL et donc dans l'interpro. Moi aussi, je partage l'intro de Jacqueline Lazare, donc USR 06 et syndiqué à la FNME, à la Fédération Mine Énergie. Donc, je partage l'intro de Jacqueline et en même temps, j'aimerais bien apporter un peu de contradiction, notamment sur la question du déploiement. Voilà, du déploiement de la CGT. Parce que je pense que, à la fois, quand on est salarié actif et salarié retraité, la question du déploiement, il faut la revoir autrement. Et je pense que ça passe aussi par des ruptures d'état d'esprit, par des ruptures de façon de faire et par des actes concrets. Hein, voilà. Alors, je vais m'expliquer parce que, par exemple, sur le champ de l'énergie, Jean a expliqué combien le champ de l'énergie, et notamment les entreprises nationales, EDF, GDF, ont bougé, le statut a explosé et on dit encore, moi j'entends encore des camarades, y compris ici, dire qu'on est des agents en inactivité de service. On n'est plus des agents en inactivité de service, on est des retraités. On est des retraités, et y compris notre régime de retraite particulier, il est aussi conditionné par ce qui se passe à la GIRC et à l'ARCO. Bon, voilà. Donc, ça bouge les choses. La notion même de l'entreprise, oui, le syndicalisme, il est né dans l'entreprise, sauf que la notion même de l'entreprise, elle a éclaté et elle se pose pour les actifs, pour le déploiement de la CGT. Quand on a des petites entreprises où 56% des salariés, je pense que c'était le temps où j'étais en responsabilité, ça a dû évoluer dans le même sens. La majorité des salariés sont des petites entreprises, voire même maintenant avec 900 000 auto-entrepreneurs, dont la plupart sont obligés, sans protection sociale, sans rien. Donc, ça change notre regard vis-à-vis du salariat, mais ça change aussi notre regard vis-à-vis des retraités, des salariés retraités. Donc, moi, il me semble que y compris sur la question passeur d'expérience, oui, disponibilité, passeur d'expérience, oui, mais moi, quand je vais dans des réunions où on se réunit entre actifs et retraités dans l'énergie, pour nos bagarres actuelles, moi je suis désolée, je constate une boîte qui a explosé avec des agents qui sont en difficulté même de faire leur profession, de travailler leur métier. Et moi je vais leur passer quoi? Quelle expérience d'un syndicalisme où on avait 10% du salariat aussi qui permettent la rencontre, donc par des convocations décentralisées, par la mise en commun de leurs AG ouvertes à d'autres camarades pour la reprise de camarades, etc. On n'y arrivera pas. Donc vraiment, je pense aussi qu'il faut aussi qu'on ait des ruptures. Il ne suffit pas de dire oui, ça ne s'oppose pas. Non, oui, d'accord, ça ne s'oppose pas. Mais pour que ça ne s'oppose pas, il faut prendre des décisions plus tranchées. Voilà. Merci. Alors, Alphonse de Rognocourt, la section des gazières de Marseille. Voilà, moi je vais essayer de m'en tenir à l'aspect comment faire vivre la résolution. Résolution qui en soi, je vais dire, est déjà l'aboutissement d'un travail engagé dans la CGT
je vais reprendre un peu ce que Jocelyne a dit, depuis le début des années 2000. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle en quelques mots que c'est sur la base d'un document intitulé « Le défi démographique, que l'on a... que l'on a donc pu élaborer, travailler nos deux concepts d'une société pour tous les âges et d'une CGT pour tous les âges. Mais je reviens sur le mot, il m'apparaît moins important, défi démographique. Le mot défi, c'est véritablement un défi qui est lancé à toute la CGT. Et donc, c'est cette question-là, je pense qu'on a vraiment besoin de travailler et vraiment à la fois de l'approfondir et, je veux dire, entre guillemets, le plus vite possible. Parce que certes, il nous faut du temps et beaucoup de conviction pour sur toutes les questions, quoi, je veux dire. On marche avec nos têtes. Hein. Et donc, il y a ce besoin de convaincre. Et donc, je pense qu'on a intérêt à prendre des dispositions dans l'organisation, dans toute la CGT, moi je ne fais pas la différence là, hein, pour que ce qu'on a travaillé là encore dans le rapport aujourd'hui, mais qu'on travaille maintenant depuis quelques années, quand on va l'écouter demain, on ne nous regarde plus avec des gros yeux. Ah oui, c'est vrai, c'est nouveau, tout ça. Parce que je pense qu'on a intérêt à faire en sorte que l'organisation s'en empare. Et que, justement, au quotidien, mais que ce soit dans l'entreprise, en activité, notre corps militant et le plus large possible puisse, dans le débat avec les salariés, montrer les enjeux, justement, de la société telle qu'elle est aujourd'hui et de ce que représente le monde retraité et les enjeux qui sont portés, de façon que, encore hier on diffusait des tracts au restaurant CCRS, on est en bagarre. Le seul refus que j'ai eu de prise de tract, c'était un gars qui me dit « Oh, je ne le prends pas, je suis à la retraite dans 15 jours. » Bon, tout à fait. Ça va me faire permis, je vais dire tout naturellement, d'engager le débat, puis après de voir un peu ce qu'il avait dans la tête, etc. etc. Mais si ces choses-là étaient plus naturelles dans le mouvement, eh bien, la question de la continuité syndicale serait plus de serpent de mer. Parce que quand même, je suis d'accord qu'il faut être organisé, qu'il faut de la rigueur, etc. sur cette question, mais elle est avant tout une prise de conscience politique sur la question. Et on n'en serait plus à se dire j'en ai 8 sur 10 qui quittent la CGT, etc. etc. Voilà. Donc je pense qu'on a intérêt à prendre des initiatives de pugnace, hein, parce que voilà, dans notre fédération, on a tenu en 2006 et 2007, justement, on a impulsé par exemple dans toutes les régions un débat sur ces questions. Une année, en 2006, la société pour tous les âges, et l'année suivante, la CGT pour tous les âges. Mais notre objectif était que ça descende ensuite dans chaque syndicat, section syndicale. J'étais à vie syndicale au niveau de l'UFR à l'époque, j'ai pu compter que ça est descendu, tout du moins que j'ai eu connaissance, dans 21 syndicats, 10%. Et encore, et après dans ces syndicats, où c'est aller plus loin. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais pointer, là, quelques minutes d'intervention, parce que ça m'apparaît vital, mais au sens propre du terme, quoi. Parce que si à l'époque, comme tu as pris l'expression, la retraite était l'antichambre de la mort, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y avait pas cet enjeu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté, quoi. Voilà. Bien, merci. Donc, 10 minutes, ça nous fait... Donc moi j'ai moins de 10, hein, je suis sûre que ça va. Ça fait midi.